la matinée avait commencé sans incident. Je me souviens de l'odeur du rôti colombien qui emplissait la cuisine, du ronronnement sourd du lave-vaisselle et du rayon de soleil qui réchauffait le carrelage près de la fenêtre. Marielle était assise au comptoir, feuilletant ses emails sur sa tablette, toujours dans la robe de chambre en soie que je lui avais offerte pour nos 5 ans de mariage. Je fredonnais quelque chose de doux, un son insignifiant, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit avec la grâce d'un coup de tonnerre. Je n'eus même pas le temps de tourner complètement la tête que Selena entra. Le regard hagard, les cheveux en bataille, la fureur l'enveloppant comme un manteau. Adrienne m'avait mise enceinte. Comme ça. Sans prévenir, sans agitation, sans tact. Elle lança les mots comme une grenade et resta plantée là, défiant le silence de s'embraser. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois. 1 million de questions ont surgi, embrouillées et incohérentes. Que pouvais-je dire d'autre? Marielle ne s'est pas tournée vers moi. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas crié. Elle se tenait là, lentement, avec le calme étrange de quelqu'un qui a déjà pris une décision, et s'avança vers moi, puis me gifla. Je ne l'avais pas vu venir. Un instant, la tasse en céramique était chaude dans ma main. L'instant d'après, elle se brisa contre le carrelage, du café chaud giclant sur mon avant-bras tandis que la brûlure s'intensifiait sur ma joue. Je restai immobile. Mon souffle s'arrêta, mon équilibre se déforma, et je fixai la femme que j'aimais, celle qui, je pensais, me connaissait mieux que quiconque au monde, tandis que son visage se transformait en quelque chose de froid et d'étranger. Marielle, je ne l'ai pas fait. Garde ça, cracha-t-elle, la voix tremblante, non pas de tristesse, mais de rage. Ne parle pas. Tout simplement. Selena se tenait derrière elle, les bras croisés, triomphante. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Aucune incertitude. Juste une justification. Je reculai d'un pas, confus et douloureux, luttant pour la domination. Ce n'est pas vrai. Tu dois le savoir. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Ramon et Declan, ses frères, tous deux bâtis comme des linebackers, déjà rouges de honte et essoufflés comme s'ils avaient couru comme des fous juste pour avoir l'occasion de rendre leur jugement. Ramon ne dit rien. Il m'attrapa par l'épaule d'une main et par le col de l'autre. J'ai d'abord résisté, par réflexe, mais je le voyais bien. Il n'y avait pas d'écoute ici. Pas de place pour les questions ou les faits. Declan ouvrit la porte d'entrée d'un grand coup, et la lumière du soleil se répandit comme un projecteur. Ils me traînèrent dehors, leur poigne implacable. Je trébuchai une fois, mon genou raclant les marches. Ne résiste pas, grogna Raon presque trop bas pour que quiconque puisse l'entendre. Tu l'as bien mérité. Et puis ça commença. Le premier coup est venu de Declan, en plein ventre, me coupant le souffle. Le second, de Ramon, un crochet à la mâchoire qui m'a projeté sur la pelouse. J'ai entendu des halètements. Des voisins, des gens que je connaissais, des gens à qui je saluais, des gens dont j'avais aidé les enfants à faire leurs devoirs de maths. Ils se tenaient figés sur les porches derrière des haies, faisant semblant de ne pas regarder, mais c'était le cas. J'ai essayé de me relever, mais Declan m'a donné un coup de pied dans les déchirures. Je me suis recroquevillé sur moi-même, le monde se réduisant à la douleur, au souffle et à la compréhension surréaliste que c'était réel. C'était en train d'arriver. C'est ce qu'on fait à sa famille. Ramon m'a crié dessus, même si ce n'était pas une question. Tu me dégoûtes. J'ai craché du sang sur l'herbe et j'ai finalement levé les yeux. Marielle se tenait sur le porche, impassible. Selena à côté d'elle, suffisante et insensible. Je ne l'ai pas touchée, j'ai croulé. Elle ment. Tout le monde s'en fiche, a marmonné Declan en me soulevant. Je resserrai mon col une dernière fois avant de me repousser à nouveau. Une femme à proximité gémit. Madame Doyle, je réparais les lumières de sa véranda chaque été. Elle se détourna. Tout ce que j'avais construit. Chaque sacrifice, chaque vacances passées avec la famille de Marielle au lieu de la mienne. Chaque nuit passée au bureau pour payer notre prêt immobilier, chaque geste discret de loyauté, tout cela ne signifiait plus rien. Je n'étais plus un homme à leurs yeux. J'étais un titre, un scandale. Finalement, les frères reculèrent, satisfaits. J'étais allongé dans la poussière, gémissant. Non pas de douleur, mais de la façon dont tout venait de s'effondrer. Raon s'essuya les mains comme s'il venait d'accomplir une corvée. Éloignez-vous de nous tous, aboya-t-il. Vous n'êtes plus le bienvenu près de cette famille.
Marielle ne dit pas un mot. Elle se retourna et rentra. La porte se referma avec un clic. Et d'un coup, je n'étais plus Adrien, le mari, le beau-frère, celui sur qui on pouvait compter. J'étais le monstre. Je me relevai lentement, un genou à la fois. Le temps passait, mon corps hurlait de protestation. Je baissai les yeux vers ma chemise ensanglantée, les restes brisés de ma vie reflétés dans le rouge sombre. J'avais envie de hurler, de retourner à l'intérieur et de les forcer à m'écouter, d'exiger un minimum de décence. Mais quelque chose me disait que mes mots rebondiraient sur les murs trop endurcis par la trahison ou l'illusion de celle-ci. Au lieu de cela, je boitais dans la rue, dépassant les voisins qui refusaient de croiser mon regard. Passant devant la boîte aux lettres que j'avais peinte en bleu pour surprendre Marielle, devant la maison que nous appelions notre foyer. Il n'y aurait ni explication, ni procès, juste une condamnation et une exécution. Et quelle idiote de ne même pas avoir pu plaider ma cause. Je n'avais pas emporté grand-chose. Un sac marin avec quelques chemises, mon passeport, un vieil ordinateur portable et le dernier billet que j'avais caché au fond du placard. De l'argent destiné à une escapade d'un week-end qui n'aurait jamais lieu maintenant. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la salle de bain, à côté de la lotion parfumée à la lavande de Marielle, et je suis sorti par la porte de derrière. Je ne voulais pas voir la pelouse devant la maison. Encore une fois. Le sang avait déjà séché dans l'herbe. Les premiers jours, j'ai erré. Sans destination, juste le mouvement. Je gardais ma capuche relevée, logeais dans des motels bon marché où personne ne posait de questions, mangeais aux distributeurs automatiques et au comptoir des stations-service. Mon téléphone a vibré sans fin cette première nuit. Des messages d'amis communs, de collègues, et même de mon cousin Julien. C'est quoi ce bordel? Dis-moi que c'est faux. Tu te moques de moi, Selena. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Je l'entendais dans leur ton. Des accusations masquées par une fine couche d'inquiétude. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient un spectacle, un récit clair, quelqu'un à condamner. J'étais déjà casté pour le rôle. Le 5e jour, j'ai désactivé mes comptes de réseaux sociaux un par un. Facebook, LinkedIn, même ma page d'entreprise indépendante. Chaque suppression me donnait l'impression qu'une nouvelle partie de moi était engloutie par le silence. Mais c'était mieux que de voir mon nom pourrir en temps réel. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel des RH, pas de Marcha, de la réception, de la véritable directrice des ressources humaines, un homme à qui je n'avais parlé que 2 fois dans toute ma carrière. Sa voix était neutre, trop neutre, comme s'il lisait un texte préapprouvé. On te met en congé administratif avec effet immédiat pendant qu'on mène une enquête interne. C'est mieux pour toutes les parties concernées. Le mieux pour qui? Pas pour moi. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement raccroché et je suis resté assis sur le parking d'un fast-food près de l'autoroute, à regarder le soleil se fondre à l'horizon. C'était la première fois que je ressentais ça. Ni colère, ni tristesse, mais un effacement. Comme si on m'effaçait de la surface du monde, un souvenir à la fois. J'ai appelé ma sœur. Elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un texto à mon vieil ami Marcus, celui qui m'avait juré un jour qu'on était frères pour la vie. Rien. J'ai envoyé un message vocal à ma filleule pour son anniversaire. Juste un simple joyeux anniversaire, ma puce. Oncle Adrien t'aime. C'est resté marqué comme livré. Jamais écouté. Puis est venu le moment qui a rendu ça réel. Je suis entré dans la boulangerie en lit, quelques villes plus loin, en me disant que je pourrais peut-être me cacher. Par habitude. J'y passais tous les vendredis. Madame en lit me gardait toujours un roulé à la cannelle. Les moelleux, disait-elle avec un clin d'œil. Je sais comment tu les aimes. La cloche a sonné quand j'ai poussé la porte. L'odeur était la même. Levée, chaude, appétissante. L'espace d'un instant, j'ai oublié. L'espace d'un instant, j'ai cru que le monde s'était peut-être arrêté et attendait que je clique sur « Reprendre ». Elle a levé les yeux de la caisse. Son sourire s'est éteint dès qu'elle m'a vu. « On est fermé », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Il y avait 3 clients derrière moi dans la file. Les rayons étaient encore remplis. « Vraiment, ai-je dit, vous êtes fermé. » Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste tourné le dos. C'était tout. Pas un homme, pas même un client. Juste une ombre. Je suis sorti sans me retourner.
J'ai essayé de rester près d'endroits familiers, mais tout est devenu froid. Le coiffeur que je connaissais depuis la fac a dit qu'il était réservé pour une durée indéterminée. Le barman du pub où j'avais fêté mon dernier anniversaire m'a servi mon verre. En fronçant les sourcils, puis disparu au fond. Mes anciens voisins évitaient tout contact visuel, comme si me regarder risquait de leur gâcher la soirée. Et les murmures, mon Dieu, les murmures. J'en apercevais des fragments dans les allées des supermarchés. C'est lui. Je crois que c'est le bébé de Selena, tu te souviens? La famille de Muriel, non? Personne ne connaissait la vérité, mais le mensonge avait des jambes. Il filait à toute vitesse et je ne pouvais pas le poursuivre. Au bout d'un mois, mon compte en banque était presque à sec. Mon propriétaire avait déjà remplacé les serrures. Même ma libraire préférée, celle à qui je recommandais des romans, m'a lancé un regard compatissant et m'a proposé un avoir pour les livres que je rapportais. J'ai dormi dans ma voiture un moment, pris des douches à la salle de sport, mangé des repas dans des bacs de charité. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Un homme décharné, les yeux creux, à l'ego blessé, et dont le nom ne lui appartenait plus. Adrien était mort, non pas de sa propre main, mais du consensus silencieux du monde. Le pire, ce n'était pas la trahison. Ce n'était même pas les coups. C'était la facilité avec laquelle les gens me laissaient disparaître. La rapidité avec laquelle ils réécrivaient l'histoire sans me demander une seule ligne. Il s'avère que la gomme n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. C'est un millier de petits refus prononcés dans le langage de l'indifférence. Personne ne m'a crié dessus dans la rue. Ils me regardaient comme si je n'étais pas là. Et au bout d'un moment, je n'étais plus là. Je n'avais plus de travail, plus d'amis, plus de famille, juste le silence. Un matin, j'ai regardé mon reflet dans le miroir fissuré d'une station-service et je me suis murmuré la vérité. Je ne l'ai pas fait. L'homme dans le miroir ne m'a pas cru. C'est là que j'ai su que je devais partir. Pas seulement la ville, pas seulement les gens. Je devais laisser mon nom. Je devais disparaître complètement. Non pas par honte, mais pour survivre. Parce qu'Adrien était un homme dont personne ne voulait. Et la seule façon de revivre était de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'intouchable, quelqu'un d'autre. Invisible, quelqu'un comme Miles. Le ticket de bus n'indiquait pas de destination importante, juste Windham Bay, route 6. Cela semblait assez loin, assez banal, un endroit où personne ne chercherait Adrien. J'ai payé en espèces, baissé les yeux et me suis enfoncé dans le tissu rugueux de la rangée arrière. Le bus a quitté la ville en grondant, comme s'il avait hâte de me recracher dans un endroit oublié. Cela me convenait parfaitement. Je ne voulais pas d'arriver en fanfare. Je voulais disparaître si discrètement que le monde oublierait mon existence. Le voyage a duré presque toute la journée. J'ai regardé le paysage passer des gratte-ciel gris aux banlieues délabrées, puis aux champs vallonnés et aux granges en ruine qui semblaient avoir abandonné bien avant moi. Lorsque le littoral est apparu, le soleil avait lui aussi abandonné. Je suis descendu du bus juste après le coucher du soleil, dans un air qui sentait la saumure et les vieilles cordes. Windham Bay n'avait rien de pittoresque. Elle était usée sur les bords. Les bateaux tanguaient paresseusement sur le quai, et les boutiques le long de l'allée rue étaient presque toutes fermées, leurs fenêtres couvertes de prospectus défraîchis. Parfait. J'ai trouvé une chambre au-dessus d'un magasin d'appât, le genre d'endroit avec des tapis tachés, un mini-frigo ronronnant et un lit bosselé qui n'avait pas vu de drap propre depuis des semaines. La gérante, Greta, m'a tendu la clé sans me demander de pièce d'identité. Elle était petite, peut-être la soixantaine, avec des cheveux gris orage et des yeux qui clignaient rarement. Rincée à tous les vendredis. Ne pas être en retard. C'était tout. Pas de jugement, pas de curiosité, juste des règles. Elle m'a tout de suite plu. Le lendemain matin, j'ai parcouru les quais et demandé du travail. La plupart des gens m'ont à peine regardé. Ils étaient habitués aux allées et venues d'inconnus. Mais un homme, un type bourru, au torse bombé, à la peau abîmée par le soleil et à l'air renfrogné en permanence, s'est arrêté le temps de m'évaluer. « Tu respires ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Tu as des mains ?» Je les ai levées. Bon début maintenant. Il faut démêler les filets. Il s'appelait Ben, et il se fichait de ce que je faisais ou de qui j'étais. Il se souciait que j'arrive à l'heure, que je ne parle pas trop et que je ne me plaigne pas de l'odeur du poisson. Je ne l'ai pas fait, pas une seule fois.
J'ai frotté, raccommodé, tiré et noué des nœuds jusqu'à en avoir des ampoules aux articulations. C'était un travail honnête. Pas d'écran, pas de réunion, juste le bruit du bois, le clapotis de l'eau et la douleur musculaire qui avait enfin une utilité. J'ai dit à Ben que je m'appelais Miles. Bien sûr, pour rien, juste Miles. C'est resté. Le soir, je m'asseyais à la petite table de ma chambre et j'ouvrais mon vieil ordinateur portable. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Le code était la seule chose qui me permettait de me sentir à nouveau moi-même. Je n'avais pas grand-chose, juste quelques scripts et modèles sauvegardés, mais c'était suffisant pour commencer à reconstruire. J'ai créé une adresse email jetable, puis un nouvel alias. J'ai commencé à postuler pour des missions techniques en freelance, des corrections de bugs, nettoyage de bases de données, correctifs de sécurité, petits détails, choses discrètes. Je ne parlais pas aux clients au téléphone. J'utilisais des SMS ou des emails, répondais brièvement et signais tout. AM Riff. Adrien Miles Riff, un nom cousu à partir de briques de mon passé. J'ai gardé les initiales pour me rappeler que je n'effaçais pas tout, juste la partie qu'ils essayaient de brûler. Un soir, Greta a frappé à ma porte avec un sac en papier rempli de restes. Chaudrée de poisson, a-t-elle dit d'un ton bourru. Mange. Sans attendre de remerciements, elle a fait demi-tour et est partie. Le lendemain matin, un café m'attendait dans une tasse ébréchée près de la porte. Je ne lui avais jamais dit que je le buvais noir. Windon B ne posait pas de questions. Peu lui importait qui vous étiez. Tant que vous payiez vos cotisations et gardiez la tête basse, il vous laissait tranquille. Ce genre d'anonymat était une forme de clémence. Le monde m'avait dépeinte comme une méchante. Mais ici, je n'étais que Miles qui travaillait les filets et je réparais des ordinateurs. Au bout de quelques semaines, Ben a commencé à m'envoyer des gens. Il a un cerveau. Il grognait en me désignant du pouce. Il s'y connaît en informatique. C'est comme ça que j'ai rencontré Harper, une femme à la voix douce qui tenait une boutique d'artisanat en faillite et qui avait besoin d'un site web. Je l'ai créé pour $50 et un paquet de muffins maison. Puis est arrivé Noël, un jeune homme boiteux qui avait un talent pour le code, mais aucune idée précise. Je lui ai proposé de le former, juste 2 soirs par semaine. Il a appris vite, plus intelligemment que je ne l'avais jamais été à son âge. AM Reeves Tech n'était pas né avec un plan. C'était au départ une question de survie, mais petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus. Un coin tranquille du monde numérique qui m'appartenait. Pas d'investisseurs, pas de logo, juste du code propre et un travail honnête. Je travaillais le jour, je codais la nuit. Parfois, je ne dormais pas. C'était normal. Dormir était un luxe dans une vie empruntée. Greta ne me demandait jamais ce que je construisais. Ben s'en fichait tant que mon projet ne me manquait pas changement de poste. La mer sentait la même chose chaque matin. Poisson, sel et diesel. Et mes mains, autrefois douces à force de travailler sur le clavier, étaient maintenant calleuses et rugueuses. J'aime ça. Ça me faisait me sentir à nouveau réel. Il y avait des moments, tard dans la nuit, où je pensais à Marielle, à son absence de clignement des yeux, au bruit de ma tasse se brisant sur le carrelage. Je laissais ce souvenir m'habiter comme un invité indésirable, puis je le repoussais. Non pas par désir d'oublier, mais parce qu'il fallait que j'avance à Windham Bay, personne ne me traitait de menteuse. Personne ne me regardait comme si j'étais une ordure. On me regardait comme si j'étais Miles. Un soir, Noël m'a demandé si Miles était mon vrai nom. J'ai marqué une pause, puis j'ai haussé les épaules. C'est bien réel. Il n'a pas insisté, il a juste hoché la tête comme s'il comprenait. Peut-être que oui. Les mois ont passé. Puis 1 an plus tard, le travail a pris de l'ampleur. La ville a à peine changé. Mais moi, si. J'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. Arrêté d'attendre qu'on me reconnaisse. J'ai même commencé. Rire à nouveau. Silencieux, rare, mais réel. Je n'avais pas pardonné au monde. Pas encore. Mais j'avais trouvé un peu de paix. En récurant des filets, en réglant tard le soir, dans le calme d'une vie que personne n'enviait. Adrien avait peut-être disparu, mais Miles, ce n'était que le début. Je n'avais jamais voulu que ça devienne une entreprise. Tout a commencé avec un moteur de bateau cassé et quelques lignes de code Python. C'était tout. Ben maudissait ce satané truc depuis une semaine,
râlant contre la mécanique et le sabotage en eau salée. Un matin, après notre service, j'ai demandé si je pouvais y jeter un œil. Il m'a fait signe de partir comme si je m'ennuyais, mais il n'a pas dit non. 3 heures plus tard, couvert d'huile et de sueur, je lui ai tendu un panneau de commande fixe qui ronronnait comme s'il n'avait jamais été touché par la corrosion. Il n'a pas dit merci. Il a juste grogné, hoché la tête une fois, et m'a tendu un pack de 6 bières. C'est comme ça que tout a commencé. Pas par des applaudissements, mais avec accusé de réception. Le lendemain, Harper est arrivé au quai, une tablette à la main, le regard désespéré. Sa boutique en ligne avait été fermée pendant une vente flash, et les clients la taguaient déjà sur les réseaux sociaux, la qualifiant d'arnaque. Je lui ai dit que j'y jetterais un œil, surtout parce que j'avais déjà vu ce genre de peur. Celle qui vous prend aux tripes et vous ronge à chaque heure passée hors ligne. Je ne voulais rien en retour, pas même des muffins. Cette fois, j'ai juste réglé le problème. Le soir même, elle en a parlé à 3 autres. J'avais 5 messages en consultant ma boîte mail le lendemain matin. L'un avait besoin d'aide pour des factures, un autre pour l'hébergement de son domaine. Quelqu'un avait accidentellement supprimé la moitié de son catalogue. J'ai d'abord travaillé dans ma chambre, penché sur le bureau à puce au pied bancal, les doigts sur les touches tandis que le ventilateur bourdonnait en signe de protestation. Puis Noël a frappé à ma porte. Il est entré en traînant les pieds, comme s'il n'était pas sûr d'être à sa place, une main dans la poche de son sweat à capuche. L'autre agrippé à un ordinateur portable usé comme s'il était en panne. En vert. Greta a dit, tu pourrais, enseigner. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je savais qu'il voulait plus que de l'aide. Il voulait apprendre. Il voulait être utile. Alors, j'ai pris une deuxième chaise et j'ai dit, montre-moi ce que tu sais faire. Il s'est avéré que Noël n'était pas seulement enthousiaste. Il était bon. Brut, mais bon. Le genre de cerveau qui voit le code comme un puzzle plutôt que comme un problème. Je l'ai laissé s'occuper des petits bugs au début, puis des entrées de bases de données, puis des backends entiers jusqu'à ce qu'on travaille côte à côte tous les soirs, à rire du code mal commenté et des désastres causés par les plugins WordPress jamais mis à jour. On s'appelait AM Reeves Tech parce qu'on avait besoin d'un nom pour facturer, et les initiales faisaient taire le fantôme. Pas de site web tape à accent grave l'œil, pas de biographie, juste un design épuré et une exécution discrète. J'ai laissé Harper concevoir le logo. Une vague se transformant en circuit imprimé. Et même ça semblait trop criard, trop soigné pour ce qu'on était. Mais ça a marché. Les gens se fichaient de qui on était. Ils se souciaient de notre réussite. On était les décodeurs fantômes derrière des vitrines ressemblant à de grandes marques et des backends qui ne plantaient pas sous le trafic. Nous répondions aux emails à minuit. Nous ne manquions jamais une échéance. Nous ne publions pas de témoignages. Nous ne demandions pas d'éloges. Nous construisions, tout simplement. Certains soirs, je descendais à la plage, sentais les embruns sur mon visage et me demandais si Adrienne reconnaîtrait cette version de moi. Serait-il fier, confus? Verrait-il un survivant ou un lâche? Je n'ai jamais répondu à la question. Je n'en avais pas besoin. Miles n'était pas censé remplacer Adrien. Il était juste censé respirer. Notre atelier a finalement quitté ma chambre pour s'installer dans la moitié arrière d'un magasin de surf barricadé que Greta possédait autrefois. Tu me paieras en réparation et en course, a-t-elle dit en me jetant les clés. N'amène pas d'idiot ici. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons apporté un sens. Chaque fil que nous avons posé, chaque rond de café laissé sur le bureau, tout cela a construit quelque chose de sacré. Une seconde chance. Il n'y avait pas de chaise de bureau, juste des caisses et le canapé affaissé que Noël avait trouvé au bord de la route. Mais il était à nous. On travaillait en silence. Pas le genre de solitude, mais le genre quand même. Des clients ont commencé à nous recommander, des propriétaires de petites entreprises, des associations, quelques auteurs indépendants. Une femme nous a payé en carte cadeau pour un restaurant à 3 villes d'ici. J'y ai emmené Noël un samedi, en prime. On a partagé une énorme pile de crêpes et on n'a pas parlé travail du tout. Pour une fois, on ne se cachait pas. On vivait, tout simplement. Le meilleur, ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas le succès. C'était le rythme. Se réveiller avant le soleil. Tiner. Respirer le sel. Travailler. Manger. Coder le repos.
Ce rythme a guéri des parties de moi que la thérapie n'avait jamais touchées. Il m'a dit que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin de construire quelque chose qu'aucun mensonge ne pourrait détruire. Certains soirs, je parcourais de vieilles photos, celles que je n'avais pas supprimées. Le sourire de Muriel. La façon dont ses cheveux frisaient toujours en fin de journée. Je la regardais et me demandais de quelle version de moi elle se souvenait. Du monstre peint par Selena, du fantôme qui l'avait quitté, ou de quelque chose de plus compliqué. Je ne m'attardais jamais longtemps. Il y avait des lignes de code en attente, des commandes à exécuter, une entreprise qui renaissait des cendres de mon silence. Un soir, Noël m'a demandé pourquoi je faisais ça. Pourquoi je travaillais si dur alors que je pouvais me contenter de laisser filer les missions que nous avions déjà. J'y ai longuement réfléchi avant de répondre. Parce que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements, ai-je dit. Elle a juste besoin d'un endroit où respirer. Il n'a rien dit, se contentant d'acquiescer comme s'il comprenait à nouveau. Et peut-être que oui. Peut-être que nous tous. Chacun dans cette petite pièce avait une raison de se taire. Une raison trop lourde à expliquer. Mais dans ce silence, nous n'étions pas des victimes. Nous étions des bâtisseurs. Et chaque site web, chaque correction, chaque pixel que nous posions, ce n'était pas que du business. C'était de la survie. La pluie était tombée à verse tout l'après-midi, épaisse et froide. Le genre de pluie qui faisait ressembler l'océan à de l'acier froissé. Je venais de réparer une passerelle de paiement défectueuse pour j'étais cliente d'une boulangerie à Deville de là et j'étais en train de vérifier un bourdonnement de CSS que Noël m'avait tendu quand on a frappé. Ce fut d'abord discret, un seul coup, puis un autre, puis une pause. J'ai levé les yeux de l'écran, le bourdonnement du générateur et le bruissement de la pluie se fondant dans ce silence qu'on ne dérange pas sauf en cas d'absolue nécessité. Greta ne frappait jamais. Noël faisait toujours irruption sans prévenir. Harper n'envoyait que des SMS. Je me suis levée lentement, plus curieuse que prudente, et me suis dirigée vers l'entrée de la boutique. Les vitrines étaient embuées. J'ai essuyé un petit cercle du plat de la paume et je l'ai vu tremper jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur son visage, un manteau qui avait connu des jours meilleurs, lui collant comme une bâche mouillée. Elle paraissait plus petite. Non pas physiquement, Marielle avait toujours été menue, mais diminuée, vidée, comme si la vie l'avait mise à sec, et je n'ai pas pris la peine de lui rendre les morceaux. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Une partie de moi pensait que j'imaginais la chose. Une autre partie, plus forte, s'est levée. Complètement immobile, je me suis laissé submerger par tous les souvenirs d'il y a 3 ans comme une seconde tempête. La gifle, son regard, le sang sur l'herbe, le silence qui a suivi. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, désespéré, et j'ai ouvert la porte. Un instant, elle est restée là, les yeux fermés. J'ai attendu le discours, les excuses, la demande. Mais ce qui est sorti était silencieux, tremblant. Je sais maintenant, a-t-elle murmuré. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste ça. Je sais maintenant. Je me suis écarté, non pas parce que j'avais pris une décision, mais parce que la pluie avait commencé à s'infiltrer sous le toit, et que je n'étais pas sans cœur. Elle est entrée avec précaution, comme si le sol allait mordre. Nous étions là, 2 fantômes, avec le même chapitre inachevé entre nous. Elle a balayé la boutique du regard, les caisses, les cordons emmêlés, l'établi couvert de croquis de code et de rappeurs de leur soirée. Son regard s'est posé sur une photo scotchée au mur, celle de Noël et Harper brandissant un prix client qu'ils avaient reçu. J'ai gagné le mois dernier. C'est toi qui as construit ça, demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai récupéré la clé USB, une petite clé argentée mate que je gardais précieusement comme une relique. J'en avais fait 3 copies, une cryptée, une externe, une personnelle, mais c'était celle que je gardais toujours près de moi. Je la lui ai tendue. Elle n'a pas bougé pour la prendre. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Une preuve, ai-je dit. Joue-la quand tu es seul. Et écoute vraiment. Elle l'a pris d'une main tremblante, la serrant comme si elle allait prendre feu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Je ne lui offris pas de café. Je ne lui demandai pas comment elle m'avait trouvé. Je ne lui offris pas de siège. J'en avais assez de réconforter ceux qui m'avaient vu brûler.
Ses yeux parcoururent à nouveau la pièce comme pour tenter de réconcilier l'homme en face d'elle avec le méchant qu'elle condamnait. Je ne savais pas, dit-elle finalement. Pas à ce moment-là. Je lui adressai un simple hochement de tête. Ni acceptation, ni pardon, juste reconnaissance. Puis j'ouvris la porte. Elle hésita sur le seuil, se retournant une fois. Le lampadaire éclaira son visage juste assez pour que je voie l'éclat de ses yeux. Elle sortit sous la pluie sans un mot. Je verrouillai la porte derrière elle. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Ni de colère, ni de chagrin, mais du silence qui s'était emparé de moi comme un soupir que je retenais depuis des années. Car je savais, quoi qu'il arrive ensuite, que la vérité avait enfin rendu son premier souffle. Je restai assis à mon établi longtemps après l'extinction des lumières, les mains posées sur le clavier, mais immobile. Je l'imaginais de retour dans le motel qu'elle avait trouvé, branchant la clé USB de son ordinateur portable et appuyant sur lecture. Je savais exactement ce qu'elle entendrait. La voix de Selena, émue, trop forte, comme quelqu'un qui pensait que personne n'écoutait. Elle me regarda comme si j'étais fou, mais je savais que je devais le faire. Enfin, il ne m'a même pas vu. Pas une seule fois. Toujours si poli, si distant. Je voulais qu'il le ressente, vous savez, qu'il m'écoute. Et maintenant, c'est lui le méchant. La famille le déteste. Il fallait voir leur tête. C'était parfait. Personne ne s'est posé la question. Des rires, puis le silence, puis sa voix à nouveau, plus basse cette fois. Je veux dire, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Les frères qui le frappaient. C'était dingue. Mais honnêtement, il le méritait pour m'avoir fait me sentir invisible. C'était ce qui me faisait toujours serrer la mâchoire. Pas le mensonge, ni même la violence, mais le sentiment d'avoir droit à quelque chose. Sa façon de parler comme si j'étais une punition qu'elle avait été forcée de concevoir. Le son s'est coupé au bout de 8 minutes. 8 minutes qui m'avaient coûté 3 ans de ma vie. Je n'avais pas encore divulgué le son. Je l'avais gardé là-dessus pendant des mois, même quand j'avais envie de hurler. Je me disais que ce n'était pas le moment, que j'avais besoin que le monde m'oublie avant de le leur rappeler. Mais maintenant, alors que le ciel commençait à pâlir et que la pluie se transformait en un murmure, je le sentais. Le fil conducteur se resserrait, elle le savait. Et cela signifiait que tout le reste allait bientôt se défaire. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je ne voulais pas qu'elle tombe à genoux et me supplie. Je voulais juste qu'elle voie, qu'elle comprenne le prix de son silence, de son jugement, de son refus de me regarder dans les yeux et de me demander, « Et toi ?» Cette clé USB n'était pas seulement une preuve. C'était un miroir. Et maintenant, elle était à elle. J'ai éteint mon ordinateur portable au moment où le soleil perçait à l'horizon, projetant une douce lumière à travers la vitre embuée de sel. Il touchait chaque recoin de l'atelier, réchauffant même les recoins les plus sombres. La vérité ne crie pas, elle murmure. Et ce matin-là, elle murmura assez fort pour réveiller le passé. Elle est revenue le lendemain matin. Pas de coup frappé cette fois, juste le lent grincement de la porte de l'atelier qui s'ouvrait à l'aube pendant que je triais des fils et vérifiais le code pour un nouveau client. Le soleil était à peine au-dessus de la ligne de l'océan, répandant une douce lumière sur le sol, illuminant des particules de poussière comme des confessions. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges, non pas gonflés, mais irrités. Elle portait le même manteau, maintenant sec et raide, et ses cheveux étaient tirés en un chignon à moitié décoiffé qui la rajeunissait et la rendait plus lourde de regrets. Je ne parlais pas. Je n'en avais pas besoin. Le silence pesait désormais entre nous, comme une troisième personne dans la pièce. Elle s'avança lentement, comme si chaque centimètre entre nous risquait de la blesser. Elle tenait la clé USB dans sa main comme si elle pesait autant qu'une brique. Je l'ai écoutée, dit-elle. J'acquiesçai, toujours en train de démêler un câble, toujours concentré sur autre chose que son visage. Tout, dit-elle. Je l'écoutai 3 fois. Cette fois, je croisai son regard et sa voix se brisa. Je t'ai ruiné. Ce n'était pas un aveu. C'était une phrase comme si elle avait essayé les mots toute la nuit devant le miroir, testant leur texture dans sa bouche. Et maintenant, il restait là, entre nous, humide et cassant, et trop tard. Je ne protestai pas. Je ne lui offris pas le réconfort de la contradiction. Elle n'avait pas tort. Mais tu ne le méritais pas, murmura-t-elle. Pas la gifle. Rien de tout ça. Ma mâchoire se serra.
Ce vieil instinct d'expliquer, de supplier, me rongea la gorge. Mais je ravalai ma colère. J'avais donné toutes les explications que j'aurais pu donner. C'était maintenant à son tour de s'y accrocher. Elle parcourut l'atelier du regard comme si elle avait besoin de quelque chose pour s'ancrer, quelque chose de concret qui lui rappellerait que j'avais survécu. Tu as construit quelque chose de magnifique, Miles. Elle utilisa ce nom comme s'il m'appartenait, comme si ça ne faisait pas mal. Mais c'était le cas. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que ça devait devenir vrai. Parce qu'Adrienne avait été jetée comme un déchet et que Miles devait se relever. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit, dit-elle rapidement. Ni pour être pardonnée, ni pour être reprise. Je sais que c'est mieux. Je penchai la tête et la regardai. Alors pourquoi es-tu ici? Elle hésita, déglutissant difficilement, car j'avais besoin que tu saches que je ne suis pas celle que j'étais. Que je le porte en moi tous les jours. Que je comprends enfin ce que j'ai fait en ne te posant aucune question. Quand je les ai laissés te traîner dans la rue sans rien dire, j'aurais dû me méfier. L'ancienne partie de moi, celle qui saignait encore dans le jardin, celle qui voulait que quelqu'un crie la vérité devant un tribunal au visage de sa famille, voulait crier. Mais l'homme que j'étais maintenant, l'homme aux doigts calleux, à la tête d'une entreprise technologique en plein essor et à la vie tranquille qu'il avait gagnée, a simplement expiré. Je t'ai déjà pardonné, ai-je dit. Elle a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Quoi? Je t'ai pardonné, Marielle, ai-je répété en me redressant et en m'essuyant les mains avec un chiffon. Des mois plus tôt, sa lèvre tremblait. Pourquoi? Parce que j'en avais besoin, ai-je dit clairement. Pas pour toi. Pour moi, le pardon n'était pas une porte qui s'ouvrait. C'était une fenêtre qui se fermait, une façon de bloquer les courants d'air, d'empêcher le souvenir froid de la trahison de souffler sur tout ce que je faisais. Je ne lui ai pas pardonné parce qu'elle le méritait. Je lui ai pardonné parce que je refusais de la laisser me prendre en otage plus longtemps. Elle s'est affalée au bord du canapé. Noël s'assoupissait parfois, les mains sur son visage comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Je ne mérite pas ça. Probablement pas, ai-je dit, et ce n'était pas cruel. C'était vrai, elle a hoché la tête lentement, comme si chaque respiration lui coûtait plus cher que la précédente. J'ai essayé de parler à ma famille de l'enregistrement, de ce que Selena avait dit, et Ramon ne me rappelle pas de quand m'a envoyé un seul SMS. Trop tard. Selena a dit que c'était édité. Que je l'avais manipulé. Elle a levé les yeux humides mais fixes. Tout se défait comme tu l'avais prédit. Je me suis assis en face d'elle, le petit établi entre nous comme un canot de sauvetage dans la tempête. Ce n'est pas pour ça que je te l'ai donné, ai-je dit. Pas pour les punir, pour te libérer. Elle a secoué la tête. Mais je ne suis pas libre. Pas de ce que j'ai fait. Pas à cause de ce que je les ai laissés faire. C'est ton fardeau à porter maintenant, dis-je. Et il n'y avait aucune rancune là-dedans. Juste des faits. Sa voix se réduisit à un murmure. Me détestes-tu? Je la fixai un long moment. Non pas la femme que j'aimais autrefois, mais celle qui, debout sur le porche, regardait sa famille me jeter à terre. Non, dis-je. Je ne te déteste pas, mais je ne suis plus à toi. Plus maintenant. Des larmes coulèrent alors à flot, mais elle ne fit aucun bruit. Elle resta assise avec elle, silencieuse, pleurant comme quelqu'un qui avait enfin compris que les excuses ne s'arrêtaient pas là. Tu as une belle vie ici, dit-elle. Je le vois. Vraiment. Elle se leva lentement, s'essuyant les joues avec la manche de ce même manteau. Merci de m'avoir reçu, hochai la tête. Merci de m'avoir écouté. Elle s'avança vers la porte, s'arrêta, la main sur l'encadrement. Reviendras-tu un jour à quoi? Demandai-je. Elle esquissa un sourire brisé. Exactement. Et puis elle disparut. Je me tenais au milieu de mon atelier, l'écho de sa sortie résonnant encore dans mes oreilles. La tempête s'était apaisée, laissant l'air lourd de sel et de renouveau. Je me dirigeai vers la fenêtre du fond et regardai la mer s'étendre à perte de vue dans le gris. Le pardon n'est pas synonyme de retrouvailles. Ce n'est pas un pont. C'est une libération. Et je l'avais enfin complètement laissé partir. Je retournai à l'établi, pris le script à moitié terminé de Noël et me remis au travail, car le passé m'avait suffisamment pris, et je n'allais pas m'en passer une seconde. Elle ne partit pas. Ce fut la première surprise.
Je m'attendais à ce qu'elle disparaisse après ce matin-là, peut-être qu'elle retourne en ville et se noie dans les retombées qu'elle avait contribué à déclencher. Mais Marielle resta. Pas vraiment dans mon monde, mais suffisamment proche pour partager l'air. Windham Bay n'était pas assez grande pour les fantômes. Pas le genre à se balader avec des visages et des passés réels qu'on ne pouvait oublier. Et pourtant, nous traversions cette épreuve comme des étrangers ayant autrefois partagé un foyer, réduits désormais à des hochements de tête et des escaliers neutres sur des trottoirs usés par les intempéries. Je l'ai vue pour la première fois au marché de Greta 3 jours après cette conversation. Elle faisait la queue derrière Madame Talbot, tenant un sac en papier rempli de citron et de gingembre comme si elle protégeait quelque chose de fragile. Elle ne m'a pas regardé et je n'ai pas regardé longtemps, mais la même chose s'est reproduite 2 jours plus tard sur les quais. Cette fois, elle a remis à Ben une enveloppe cachetée avec un sourire hésitant. Je l'ai observé depuis le gréement d'un bateau que je réparais. Ben a grogné avec son indifférence habituelle, a pris la lettre et ne m'en a jamais adressé la parole. C'était comme ça. Une orbite silencieuse. Elle a pris un emploi à temps partiel à la clinique locale. J'en ai entendu parler par Noël, qui avait un talent étrange pour recueillir des informations sans jamais avoir l'air de faire d'efforts. Elle est douée avec les patients, m'a-t-il dit un jour avec désinvolture en déboguant un script de connexion. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle ne demande pas de traitement de faveur. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas en savoir plus. Certains soirs, je passais devant la vitrine du restaurant et je la voyais essuyer les tables après avoir fermé son épicerie, à un rythme tranquille. D'autres fois, je l'apercevais poussant un caddie pour le vieux monsieur Holloway, dont l'arthrite transformait chaque course en expédition. Elle se fondait dans la baie de Windham comme le sel dans la mer présente, persistante, pas tout à fait invisible, pas tout à fait vue. Les gens ne savaient pas qui elle était pour moi. Ils ne posaient pas de questions. Ils la voyaient comme un nouveau visage, serviable. Le personnel de la clinique l'appelait Marie. Les enfants la saluaient de la main lorsqu'elle distribuait des bandages de rechange ou les aidait à nettoyer leurs genoux écorchés après des accidents de vélo. Et moi, je suis devenu un simple citadin comme les autres, le type qui dirigeait AM Rivestech et réparait des logiciels de pêche sans chichi. Un après-midi, Harper est entrée dans le magasin de café à la main et m'en a tendu un sans commentaire. Elle est toujours là, a-t-elle dit après une longue gorgée. Je n'ai pas demandé de qui elle parlait. Harper avait le regard plus perçant que la vérité de la plupart des gens. Elle attendit que je lève les yeux du code source avant d'ajouter, « Elle ne prétend pas être ta femme, elle survit juste. » J'ai hoché la tête. C'était tout ce que je pouvais donner. Ce n'était plus de la colère. C'était de l'espace. Nous avancions comme 2 notes d'un même accord. Ni en conflit ni en harmonie, juste en coexistence. Cela aurait dû être impossible, mais Windham Bay avait une étrange façon d'absorber la douleur et d'en adoucir les angles. Peut-être était-ce la mer. Peut-être était-ce le silence. Elle ne revit plus jamais à l'atelier. Elle ne mentionna plus jamais la clé USB, la gifle, le jardin, ni les années. Mais de temps en temps, je trouvais quelque chose, un sac d'outils laissé sur le porche dont j'avais mentionné le besoin en passant, un reçu de don au nom d'A.M. Reeves, du centre de jeunesse de la ville, ou une fois. Un exemplaire de l'alchimiste glissé dans la boîte aux lettres avec un marque-page à un vers que je lui avais récité dans une autre vie. Je ne lui avais jamais dit que c'était mon passage préféré. Un soir froid de début novembre, je revenais de Greta, son sac de course à la main, quand je l'ai vue aider une femme dont le chien avait lâché sa laisse et s'était jeté dans les vagues. La femme était paniquée et Marielle était trempée jusqu'aux genoux lorsqu'elle a attrapé le collier du chien et l'a rendu à sa maîtresse en sanglots. Pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, juste un hochement de tête de la femme et un petit sourire de Marielle qui s'est évanoui avant de se former complètement. Elle a levé les yeux et m'a vu regarder. Nos regards se sont croisés l'espace d'un instant. Pas un mot, juste un souffle partagé, l'air froid et l'écho de tous les non-dits. J'ai continué à marcher. Elle aussi. C'est devenu notre rythme. Un jour, à la foire d'hiver, elle s'est tenue à côté de moi, sans le savoir, en attendant le cidre de moisissure. Je pouvais sentir l'odeur de la cannelle, sentir la tension, entendre son souffle s'arrêter lorsqu'elle m'a remarqué. Elle n'a pas bougé. Moi non plus. Le silence était plus lourd que la neige. Finalement, dit-elle doucement. Les enfants que tu as aidés à apprendre le codage. Ils parlent tous de stage maintenant. J'ai hoché la tête. Noël part pour Boston au printemps. Elle a souri. Un vrai sourire, cette fois.
Tu as bien fait, Adrien. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai laissé le nom planer entre nous. Ça ne faisait plus mal comme avant. Miles Fitz aussi, ai-je dit. Elle a hoché la tête, puis s'est éloignée. Nous n'avons jamais parlé de réconciliation. Pas de seconde chance ni de « et si ». Ce n'était pas une histoire d'amour qui cherchait à se reconstruire. C'étaient deux personnes qui savaient ce qu'elles avaient brisé et qui avaient choisi séparément de ne pas en ramasser les morceaux. Il m'a fallu une force que je ne me connaissais pas. La voir se reconstruire, non pas pour me reconquérir, mais parce que la culpabilité exigeait qu'elle devienne meilleure. La voir gagner le respect de la ville sans abuser du mien. Savoir que nous respirions tous les deux le même air salin, mais que nous empruntions des chemins différents. Marielle n'était plus ma femme. C'était une étrangère en ville, mais pas le genre qu'on craint. Le genre qu'on reconnaît. Le genre qu'on salue en passant. Le genre d'histoire dont on connaît l'histoire sans avoir besoin de la raconter à voix haute. Et c'était suffisant. Tout a commencé comme un murmure. Un léger bourdonnement qui s'est insinué en ville comme un brouillard sur la baie. Invisible au début, puis soudain omniprésent. Personne ne me l'a dit directement. Ce n'est pas comme ça que ça marchait à Windham Bay. La ville ne criait pas ses secrets. Elle les laissait dériver au gré du courant, s'enfoncer dans la conversation, se fondre dans le silence entre deux gorgées de café matinal. Mais je l'ai senti. Le changement. Les regards qui s'attardaient un peu plus. Les inconnus qui me fixaient comme s'ils savaient quelque chose qu'ils ignoraient la semaine précédente. J'étais chez Greta en train de resserrer un tuyau sous l'évier du garde-manger quand j'ai entendu la voix d'Harper, à l'avant. Pas frénétique, mais ferme. Miles, tu devrais peut-être voir ça. Je me suis essuyé les mains, me suis levé lentement et ai suivi la voix. Elle tenait son téléphone, les yeux rivés sur l'écran, les sourcils froncés comme toujours lorsqu'il se passait quelque chose de grave. Quelqu'un a posté l'audio, a-t-elle dit. L'intégralité. C'est sur Reddit, Twitter, partout. Je n'ai pas eu besoin de demander quel enregistrement. Je connaissais la confession. La voix de Selena, le même cadre suffisant que j'avais mémorisé pendant mes nuits blanches, résonnait maintenant dans les maisons, les bureaux et les sections commentaires. Je ne verrai jamais. Sont-ils des noms? Demandai-je. Harper secoua la tête. L'auteur de la publication avait gardé l'anonymat. Pas de nom complet, pas de photo, juste une légende qui disait, parfois, la vérité a juste besoin d'un coup de pouce. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris le téléphone et écouté. C'était surréaliste. Cette voix, la sienne, déversant mensonges et rires. J'ai rendu le téléphone et je suis sorti. L'air était frais. Les quais étaient silencieux. Je suis resté là, à laisser la brise me caresser le visage. Le sel et le vent s'en mêlaient dans mes cheveux. Cette nuit-là, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas codé. Je n'ai pas répondu aux emails ni dépanné les factures. J'étais assis dans l'obscurité de mon atelier, observant la douce lueur du lampadaire et les rares voitures qui passaient trop lentement, comme si la curiosité les guidait. Au matin, ce n'était plus un simple murmure. C'était une véritable tempête. Les conséquences ont commencé comme une brûlure contrôlée, précise et ciblée. Selena a d'abord perdu son emploi. Son association a publié une déclaration soigneusement formulée sur ses valeurs et son intégrité. Et en moins d'une journée, sa page LinkedIn a disparu. Puis est arrivé Raon. Le même homme qui m'avait traîné sur la pelouse, qui n'avait pas hésité à laisser parler son poing, s'est retrouvé à démissionner de son poste au conseil scolaire après que des parents ont commencé à exiger des réponses. Des captures d'écran de son implication ont circulé sur Internet. Une vidéo comportait même une photo floue de ce jour-là. Moi, par terre, en sang, prise de vue d'en face par un voisin à qui je n'avais jamais parlé. La salle de sport de Declan a fermé ensuite. Les clients ont annulé leurs abonnements, des avis ont explosé sur toutes les fiches. Quelqu'un a publié une capture d'écran d'un vieux commentaire sur les réseaux sociaux où il me traitait de honte pour les hommes. Ce commentaire avait vieilli comme du lait. Et puis, inévitablement, l'œil du cyclone s'est tourné vers Deline, la mère de Marielle. La matriarche, qui m'avait un jour regardé de haut et m'avait demandé si j'avais l'intention de rester dans les bonnes grâces de la famille. Le conseil d'administration de son association caritative a tenu une réunion d'urgence. Au coucher du soleil, elle se retirait pour se concentrer sur des affaires personnelles. Pas de juge, pas de procès,
juste le silence et des preuves. Je n'ai pas divulgué le dossier. Je n'ai pas fait de vagues. Je n'en avais même pas parlé à Harper. Mais je savais qui l'avait fait. Marielle. Elle ne l'a jamais admis. Pas avec des mots. Mais je l'ai vu dans sa façon de se déplacer en ville après le début de la tempête. Plus silencieuse, mais plus légère. Comme si un poids avait enfin glissé de ses épaules et s'était brisé à ses pieds. Je l'ai croisée à nouveau devant la clinique. Elle tenait une boîte contenant des fournitures, des bandages, des vitamines, des choses qu'elle était trop fière pour demander de l'aide. J'ai tendu la main vers la boîte sans un mot et elle m'a laissé la prendre. Nous avons marché en silence jusqu'à la porte de derrière. Sur le seuil, elle s'est tournée vers moi. Je ne m'attendais pas à ce que ça se propage aussi vite. Tu l'as posté ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Je n'en pouvais plus. Ça ne me semblait pas juste de savoir la vérité et de ne rien faire. Ce n'était pas une question de vengeance. Je le jure. Je sais. J'ai dit que ce n'était pas à leur sujet non plus. Elle a baissé les yeux. Je pensais que ce serait mieux que ça. J'ai hoché la tête. Ça n'arrive jamais. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée à nouveau. Nous sommes restés là, comme deux personnes regardant la marée monter. Aucune de nous deux n'essayant de fuir. La semaine suivante, j'ai reçu des messages de numéros que je ne connaissais pas. Certains étaient des excuses à moitié faites, prudentes. D'autres étaient un silence absolu, du genre « dis-moi, ça va ?» de gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il n'y avait plus rien à dire. Que dire à ceux qui vous ont vu vous noyer et qui ont voulu envoyer des canaux de sauvetage une fois l'eau retirée? Non, merci. Je suis déjà à terre. Harper apporta une bouteille de vin à la boutique le lendemain soir. Nous nous sommes assis sur les marches du fond, nous la passant comme des adolescents se cachant de leurs parents. « Tu as bien fait, dit-elle. »« Je n'ai rien fait, répondis-je. » Elle sourit. « Exactement. La vérité n'a pas besoin de haut-parleur. Elle a juste besoin d'air. » Dès la deuxième semaine, le nom de Marielle commença à apparaître dans les articles. Les gens reconstituent les faits. Elle ne s'en cacha pas. Elle accorda une interview. Brève, calme et réfléchie. J'ai cru à un mensonge. J'ai entendu quelqu'un que j'aimais, et je réfléchis encore à ce que signifie guérir sans attendre le pardon. Je l'ai regardé une fois sur l'ordinateur portable de Harper. Ça ne m'a pas ébranlé. Ça a confirmé ce que je savais déjà. Il ne s'agissait pas de justification. C'était une question de clarté. Le monde qui m'avait autrefois dépeinte comme un monstre se regardait maintenant dans un miroir que je n'avais plus besoin de regarder. Je traversais la ville le lendemain matin et quelque chose avait changé. Un homme sur le quai me fit un signe de tête. Une femme à la poste a souri comme si elle avait reconnu quelque chose de bon en moi. Pas seulement familier. Même Greta, qui ne disait jamais rien sans raison, m'a tendu un sac en papier avec un sandwich supplémentaire à l'intérieur. C'est pour la route, a-t-elle dit. Au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin d'être sauvé aujourd'hui. Je ne l'ai pas corrigée, car elle avait raison. L'histoire ne me concernait plus seulement. Elle concernait tous ceux qui avaient été traînés dans la boue sans voix. Et maintenant, ils en avaient une. Je n'ai pas publié la vérité. Mais j'ai vécu assez longtemps pour qu'elle parle. Et finalement, c'était plus puissant que tout ce que j'aurais pu écrire moi-même. C'était un jeudi soir lorsqu'il est entré, à peine le coucher du soleil passé, ce genre d'heure dorée où tout paraît plus doux qu'il ne l'est. Mon atelier était silencieux, juste le léger bourdonnement d'un écran et le rythme doux de Noël tapant sur son clavier. Je soudais une connexion pour un équipement sur mesure que nous construisions pour un traceur marin local lorsque j'ai remarqué l'ombre à la porte. Un garçon, peut-être 17 ans, peut-être plus jeune, grand, mais avec cette posture hésitante qui n'appartenait qu'à la jeunesse et à l'incertitude. Il n'a pas frappé. Il est resté planté là, son sac à dos serré contre sa poitrine, se précipitant dans la pièce comme s'il n'était pas sûr d'être au bon endroit. « T'as perdu ?» ai-je demandé sans lever complètement les yeux. Il est entré lentement. « Tu es Miles, c'est ça ?» Le technicien. J'ai hoché la tête, le regardant toujours du coin de l'œil. J'ai lu l'histoire en ligne. Il a parlé de l'extrait audio. Le type accusé est disparu. C'était toi. Ce n'était pas une question.
Pas vraiment. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il s'est approché, a sorti quelque chose de son sac à dos, juste une feuille de papier pliée après avoir été ouverte et repliée trop souvent. Il l'a dépliée lentement et me l'a tendue comme si elle était fragile. Je l'ai prise. Un croquis, dessiné à la main, au crayon sur du papier ligné bon marché, bavé par endroits. Un homme debout dans la tempête, le torse bombé, le visage vide, sans traits, sans sourire, juste des cadeaux. Le vent l'entourait. La pluie lacéra son manteau, mais il se tenait là, comme planté en terre par quelque chose de plus profond que la volonté. Au fond, en minuscules lettres majuscules, la vérité ne bronche pas. Pendant un instant, je suis restée silencieuse. Le silence planait entre nous, lourd et sacré. Tu as dessiné ça. J'ai fini par demander. Il a hoché la tête. J'ai vécu quelque chose. Pas pareil, mais ça m'a rendu fou, comme si personne ne me croyait. Mais ensuite, j'ai entendu l'enregistrement et j'ai vu l'histoire se répandre et j'ai pensé, quelqu'un, là-bas, n'a pas plié, n'a pas crié, est juste resté planté là. J'ai plié le papier soigneusement et je le lui ai rendu. Tu gardes ça. C'est à toi. Il n'a pas bougé pour le prendre. C'est à toi. J'ai répété. Tu as survécu. Tu mérites de t'en souvenir. Ses doigts tremblaient lorsqu'il a repris le croquis. Ses yeux étaient vitreux maintenant, bordés de rouge. Je ne pensais pas me sentir à nouveau compris un jour, dit-il d'une voix brisée. Mais toi, tu n'as pas bronché. Même après qu'ils aient tout gâché. Tu as juste continué. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas dit combien de nuits j'avais voulu disparaître complètement. Combien de matins je me suis réveillé avec la rage au ventre. Combien de versions de vengeance j'avais imaginées dans ma tête juste pour rester sain d'esprit. Plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ce qui comptait, c'est que, d'une manière ou d'une autre, dans le silence et la retenue, quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un en avait besoin. La vérité ne bronche pas, répétai-je doucement, plus pour moi-même que pour lui. Il eut alors un petit sourire, mais sincère. Je voulais juste le remercier, puis il partit. Pas de fanfare, pas de musique théâtrale, juste le grincement de la porte et le léger tintement de la cloche au-dessus. Noël leva les yeux de son ordinateur. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais, mieux que bien. Ce soir-là, je me suis assis à l'établi bien après que tout le monde soit rentré. Je fixais la chaise vide en face de la mienne et repensais à tous ces moments où j'étais assis là, sans autre compagnie que l'amertume. Je me souvenais des jours où je vérifiais mon nom en ligne juste pour voir si quelqu'un me croyait encore humaine. Des nuits où je priais non pas pour la justice, mais pour l'invisibilité. Des mois où j'avais monté une entreprise non pas pour réussir, mais pour prouver que j'existais encore. Et maintenant, cette vague de vérité silencieuse était devenue plus grande. Non pas parce que je l'avais poussée, mais parce qu'elle refusait de mourir. Le monde a une façon de récompenser le spectacle. Il aime le bruit, la colère, le dramatique. Mais parfois, le silence est plus profond que les cris. Parfois, refuser de broncher est plus fort qu'un hurlement. Le lendemain matin, j'ai ajouté quelque chose au mur de l'atelier, une version encadrée de cette phrase gravée dans un vieux morceau de bois flotté. Ce que j'avais conservé, la vérité ne bronche pas. Tous ceux qui sont venus l'ont remarqué. Personne n'a demandé d'où elle venait. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée et un chèque. Un vrai chèque. 6 chiffres. On pouvait y lire, Monsieur Reeves, nous avons suivi votre travail discrètement pendant plus d'1 an. L'intégrité de votre entreprise, la discipline de votre silence et la loyauté de votre équipe en disent long. Nous aimerions collaborer avec AM Reeves Tech pour notre future plateforme de sécurité. Pas de relations publiques, pas de presse, juste des résultats. Dites-nous si vous êtes prêts. Le groupe Concilio. J'ai longuement scruté le journal. Non pas à cause de l'argent, mais parce que pour la première fois, quelqu'un m'a vu, moi, Miles, pas Adrien, et m'a voulu exactement comme j'étais. J'ai appelé Harper et Noël au bureau. Lisez ceci, ai-je dit en leur tendant la lettre. Ils l'ont parcouru. Harper a haussé les sourcils. Noël a simplement sifflé. Vous êtes sérieux, a demandé Harper. Sérieux. Noël a souri.
Il était temps. J'ai hoché la tête. Nous ne changeons pas notre façon de travailler. Nous ne perdons pas notre avantage simplement parce que quelqu'un l'a enfin remarqué. Harper a souri. Bien. Je déteste les costumes. Nous avons trinqué ce soir-là. Pas au champagne, mais au le cidre maison de Greta. Toute l'équipe était assise dans l'atelier, les rires résonnant sur les murs, les mains tachées de code, de graisse et de peinture. Nous n'étions pas une entreprise. Nous étions des survivants éprouvés, des marginaux, des diseurs de vérité, et maintenant nous avions plus qu'une preuve. Nous avions un but. Plus tard dans la soirée, je suis allé me promener sur la plage. Le ciel était clair, les étoiles dispersées comme du sel. La marée était basse, révélant des pierres et du bois flottés façonnés par des années de patience. Je suis resté là, les mains dans les poches, à penser à Marielle, à la façon dont elle avait dit un jour qu'elle ne pouvait respirer sous le poids de la culpabilité, et à la façon dont je me sentais maintenant plus légère. Je n'ai jamais voulu être un symbole. Je n'ai jamais demandé à devenir une histoire. Mais peut-être que nous ne choisissons pas ce rôle. Peut-être que nous endurons simplement et espérons que quelqu'un d'autre trouvera la force nécessaire dans les ruines que nous laissons derrière nous. J'ai sorti mon téléphone et fixé l'écran noir un moment. Puis j'ai tapé une phrase dans mon application de notes. Parfois, la voix la plus douce porte la lame la plus tranchante. Et je l'ai laissé là. Pour ne pas un message, non pas pour partager, juste pour me souvenir. Le garçon avait dessiné un homme sans visage dans la tempête. Mais je n'étais plus sans visage. J'étais Miles. J'étais Trousse. Et je n'ai pas bronché. On a frappé à la porte 1 heure avant le crépuscule. Toujours le même rythme. 3 petits coups suivis d'une hésitation. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Je savais. L'océan, devant l'atelier, sifflait avec la marée montante. Et les lumières ambrées qui filtraient par les fenêtres dessinaient tout en longues ombres. Je restais là, lentement, à épousseter la sueur de mon jean, les doigts encore tachés du cirage que nous avions utilisé pour un équipement de bureau personnalisé pour un cinéaste local. La journée avait été bien remplie, le genre de journée qui vous apaise. Mais maintenant, elle allait se terminer comme je l'attendais en silence. J'ai ouvert la porte et elle était là, Marielle. Balayée par le vent, j'étais fatigué mais calme, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval basse et lâche. Elle portait un manteau bleu marine cette fois, différent de celui en laine qu'elle portait à son arrivée des mois plus tôt. Son expression n'exprimait ni surprise, ni espoir, juste cette grâce tranquille que l'on ne trouve que chez quelqu'un qui a accepté d'être celui qui ne peut rester. « Je ne serai pas longue, dit-elle doucement. J'acquiesçai un instant et m'écartai. Elle n'entra pas tout de suite. Son regard parcourut l'atelier, désormais mieux organisé. Les étagères garnies de pièces étiquetées, de remerciements clients encadrés et de notre mantra gravé sur bois flotté. La vérité ne bronche pas. Je la vis marquer une pause en le lisant. Elle ne parla pas, mais ses lèvres se pincèrent comme si elle le voulait. Elle entra, la porte se refermant derrière elle. Je pars demain matin, dit-elle, toujours face à la pièce. Pas moi. La clinique me proposa un poste de ville plus au nord. Même genre d'endroit. Tranquille. Des gens bien. Tu leur as déjà dit? Demandai-je. Elle secoua la tête. Je l'ai dit à Greta ce matin. J'ai dit à Madame Holloway que je l'aiderais à faire ses courses une dernière fois. Je lui ai fait signe d'indiquer une chaise, mais elle est restée debout, les mains jointes devant elle. Je ne suis pas venu demander une seconde chance, dit-elle. Je crois que nous avons déjà franchi cette étape il y a longtemps. Je suis restée silencieuse. J'avais juste besoin de te revoir une dernière fois. Pas l'homme dont je me souvenais. Pas l'homme que j'accusais. Juste l'homme que tu étais devenu, Miles. Ce nom était resté entre nous, sans gêne, maintenant. Il était réel. Pas un pseudonyme, pas un déguisement, juste une vérité gravée dans tout ce que le monde essayait de briser. Elle s'est approchée de mon établi, ses doigts effleurant le bord comme si elle sentait le grain de ma vie. Tu as construit quelque chose de magnifique ici, murmura-t-elle. Je ne l'ai pas construit pour me venger, dis-je. Je sais, murmura-t-elle. Tu l'as construit pour survivre. Sa voix tremblait légèrement. Avant, je pensais que la force, c'était crier, interpeller les gens, exiger des excuses, couper les ponts s'il le fallait. Mais toi, tu n'as jamais élevé la voix.
Tu n'as jamais pointé du doigt, et le monde t'a entendu quand même. Je me suis approché du comptoir, j'ai pris une petite enveloppe et je la lui ai tendue. Elle l'a prise lentement. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre pour toi. Pas d'Adrien, ni même de Miles. Juste de l'homme qui a vécu les deux. Elle l'a ouverte d'une main prudente, a déplié l'unique page et a lu en silence. J'ai vu son regard parcourir les mots, les voir briller, puis s'enfler. Sa gorge s'est crispée autour de quelque chose qu'elle n'avait pas dit à voix haute. Lorsqu'elle a replié la lettre, ses épaules se sont affaissées. Non pas de défaite, mais de soulagement, comme si le poids qu'elle portait avait enfin trouvé un repos. Merci, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Tourner la page, ce n'est pas réparer ce qui est cassé, ai-je dit doucement. C'est partir sans emporter les débris avec soi. Elle a fait un pas vers moi. Pas assez près pour être atteinte, juste assez pour être honnête. Je sais que nous ne pouvons pas revenir en arrière, a-t-elle déclaré. Mais j'avais besoin que tu vois que je sais maintenant. J'avais besoin que tu saches que je porterai cette vérité. Tout entière. Chaque jour. Bien, ai-je dit, car c'est tout ce qui me reste à porter. Nous étions là, deux personnes avec l'histoire dans les os et le silence dans les lèvres. Pas de feu d'artifice, pas de dramatisation, juste la paix. Celle qui vient quand le dernier mot n'est pas crié, mais accepté. Elle se retourna pour partir, s'arrêtant à la porte. Tu sais, pendant longtemps, j'ai voulu effacer ce qui s'était passé. Faire comme si ce n'était qu'un cauchemar dont on pourrait se réveiller. Mais maintenant, je crois que je préférerais m'en souvenir. Tout entière. Parce que ce souvenir est le seul moyen de grandir. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a ouvert la porte. Le vent a soulevé son manteau lorsqu'elle est entrée sur le porche. Le ciel était violet maintenant, se fondant dans l'indigo. La mer au-delà était calme. En s'éloignant, elle ne s'est pas retournée, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Je l'ai observée jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Le chemin. Puis j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je me suis appuyé contre elle un instant. Ce fut le dernier au revoir. Ni bruyant, ni théâtral, juste définitif. J'ai éteint les lumières et traversé l'atelier, caressant du doigt les endroits familiers. Le bord du bureau de Noël, l'étagère encombrée de croquis par Harper, le porte-matériel que Greta considérait comme un porte-bonheur. J'ai sorti le croquis sur cadre que le garçon m'avait donné, toujours accroché derrière mon établi. L'homme dans la tempête, sans visage, impassible, et en dessous, la vérité qui ne bronche pas. J'ai souri parce que